bien, si vous voulez bien, mes chers collègues, on va ouvrir la réunion. Je vais demander à la Marc de bien vouloir assumer la charge fonction du secrétaire de séance et Jérôme Charbon. Merci. Monsieur Fernand Pâtier Saint-Aubin est remplacé par M. Christian Poulain. M. Daniel Tellier, Val Saint-Père, de pouvoir à Mme Rivière Valcourt. Mme Marie-France Bouillet, de pouvoir à Mme Catherine Bourrine. M. Alain Coudou du Sacet et Mme Bouillet de Saint-Quentin. M. Lacoud de Sacet est remplacé par M. Daniel Podin. Bonjour. M. Éric Dechancé, Contorson a donné pouvoir à M. Vincent Pichon. Mme Christelle Besqui, Contorson a donné pouvoir à M. Bruno. Claude Fourré, Sartigny, a donné pouvoir à M. Huette. Claude de Métayer de Contorson a donné pouvoir à M. Kerpol. Jacques Lucas de Saint-Martin-des-Champs a donné pouvoir à Mme Martine Lorrain. M. Bertrand Orva de la Gouanière est remplacé par Mme Maurice Détrel. M. Christian Passy de Prolon est remplacé par M. Noël Pied. Voilà. M. Michel Roux de l'Olive est remplacé par M. Alphonse Canté. Oui, voilà. M. Sébastien Fidel Basset est remplacé par Jean-Louis Tabi. Mme Élise Roussel a donné pouvoir à M. Christian Cossec. M. Alexis Sanson, alors, à partir de 10h30, remplacé par M. Ménard, à partir de 10h30. M. Jean-Paul Beaupré a donné pouvoir à Mme. Pardon. Jean-Paul Beaupré, 10 000 nous sont chacun avec nous pour voir. M. Beaupré, 10 000 a donné pouvoir à Mme Marie Arté. Et également 3 pouvoirs, mais à partir de 12h. Alors, Mme Marie Arté, précisément, qui va donner pouvoir à M. Petit. Mme Marie-Louise Follin de Chavois, qui va donner pouvoir à partir de 12h à Mme Bernadette Lhomme. Et M. Étienne Maillard de Parc devra pouvoir à partir de 12h à M. Jérôme Charbon. Depuis notre dernière séance d'avant l'été. Pardon. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de demander. Monsieur Deville, remplacé par Madame Fille. D'accord, Monsieur Deville, remplacé par la météo, j'ai oublié de mettre ça. Il n'y a pas d'autres. Bien, alors, depuis notre dernière séance, j'adresse des félicitations à Madame Carole Bouquier, qui travaille à Graines de Soleil pour la naissance de sa fille Liana, le 24 juillet 2016. Également, félicitations à Mme Marie Charpentier, centre de Sartigny, pour la naissance de ses fils Nao et Tao le 20 2016. Et à Mme Émilie Tétrel, Graines de Soleil, pour la naissance de sa fille Naël le 24 août 2016. Et des condoléances à Mme Anita Motin, centre de loisirs de Sartigny, pour le décès de sa mère Odette Motin. M. Bertrand Cossé, agent de la piscine, pour le décès de son père, M. Victor Cossé, survenu le 28 septembre dernier. M. Collègue Daniel Furcy, maire de Cervon, pour le décès de sa mère, Mme Odette Furcy, le 1er juillet 2016. Et enfin, M. Fernand Badier, maire de Saint-Aubin, pour le décès de son épouse, Mme Daniel Badier, survenu le 24 septembre 2016. La question numéro 1, nouvelle établissement public de coopération intercommunale, principe appliqué pour la fiscalité du Monsieur André. Oui, bonjour à tous, tout à l'heure. Par arrêté du 10 mai 2016, M. le préfet de la Manche a retenu dans son projet manuel du futur PCI les communes des 5 communautés de communes. La communauté de communes à Branchemont-Saint-Michel, la communauté de communes du Mortanet, la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët, la communauté de communes de Saint-Jean et la communauté de communes du Val-de-Cé.
La majorité des votes des communes, c'est-à-dire plus de 50% des communes représentant plus de 50% de la population ayant été atteintes, le futur EPCI sera créé le 1er janvier 2017. Une étude sur les conséquences financières et fiscales de la création du futur EPCI a été confiée au cabinet Ressources Consultants Finance, qui a présenté son analyse le 23 juin dernier à Saint-Jacques. Le Code général des impôts prévoit des dispositifs réglementaires en matière de fiscalité ménage, c'est-à-dire les taxes d'habitation, taxes sur foncier bâti et taxes sur foncier non bâti, et en matière de cotisation foncière des entreprises. Concernant la CFE, cotisation foncière des entreprises, il fait application du calcul du taux moyen pondéré des EPCI fusionnés. Mais concernant la fiscalité ménage, deux possibilités peuvent s'appliquer, c'est-à-dire le calcul des taux moyens pondérés des EPCI fusionnés, avec possibilité de lissage sur une période maximale de 12 ans, ou le calcul des taux moyens pondérés consolidés, c'est-à-dire commune plus EPCI. Pour mémoire, lors de la fusion de 2014, c'est le principe du taux moyen consolidé avec une période de lissage de 12 ans qui a été retenu. Dans le cadre de la présente fusion, le cabinet Ressources Consultants Finance a proposé une solution alternative afin de conserver un même niveau de pression fiscale consolidée pour le contribuable, c'est-à-dire le consolidé commune plus EPCI, avant et après fusion, de garantir au futur EPCI un niveau de recettes fiscales équivalent au cumul des recettes fiscales des EPCI fusionnés. Il est expliqué que cette possibilité consiste à appliquer dès la première année le taux moyen du nouvel EPCI et de demander simultanément aux communes de modifier ou de baisser leur taux communal pour que le taux du taux communal nouvel EPCI soit identique au taux communal communauté de communes 2016, ce qui permet une neutralité fiscale pour le contribuable, puisque la différence de recettes en plus ou en moins est compensée par une attribution de compensation permettant ainsi une neutralité financière pour la commune. Cette solution, qui a été validée par le comité de pilotage de la fusion, devrait faire l'objet d'un large consensus de l'ensemble des communes du territoire pour être applicable. Il est donc demandé au Conseil de communauté d'accepter le principe d'application de la neutralité fiscale pour le contribuable et le nouvel EPCI. Merci. Une question qui est évidemment un peu juridique et un peu technique. Vous avez reçu avec la convocation une petite note qui précise bien d'indiquer en gros. Normalement, chaque commune a également reçu une fiche individuelle par commune. Faisant une simulation de la méthode qui est proposée ici. Voilà, donc on a le choix entre deux méthodes, où le lissage des taux de durée serait au maximum de 12 ans, qui avait été fait quand on avait créé la communauté de communes à Branche à Saint-Michel, ou bien la seconde solution préconisée par le cabinet Ressources Consultants Finance et qui est l'objet d'un accord global au sein du comité de pilotage, qui consiste à fixer dès la première année un moyen pondéré et à faire en sorte qu'il y ait une neutralité fiscale pour les contribuables, c'est-à-dire aucune augmentation d'impôts des taux consolidés, c'est-à-dire communauté de communes plus communes, donc une neutralité fiscale pour les contribuables et une neutralité financière pour les collectivités, autant pour la communauté de communes, future communauté d'agglomération, que pour les communes qui seront toutes assurées d'avoir la même ressource fiscale, la même recette fiscale à partir du 1er janvier 2017. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Monsieur Gérard. Bien, donc moi j'ai reçu, comme tous mes collègues, un tableau montrant l'évolution pour ma commune. Je dois dire que je ne suis pas très loin des taux qui seraient appliqués après le 1er janvier 2017, donc il y a très peu d'influence sur ma commune. Plus petite mais très faible.
J'ai voulu, donc dans la proposition qui est faite, hein, on parle de neutralité fiscale pour le contribuable. La méthode l'explique très bien. J'ai voulu savoir ce que ça pouvait donner pour des communes dans chacune des communautés qui se retrouveront ensemble au 1er janvier 2017. Alors j'ai commencé par celles où les taux sont plus à l'écart du taux moyen qui est proposé. J'ai pris une commune sur le Mortenay. Je voulais le faire sur Val-de-Cé, Saint-Hilaire et Saint-Jean. Mais je me suis arrêté sur le premier cas regardé. J'ai pris une commune de Mortain. C'est une commune dont le taux de la taxe d'habitation est de 4,68. Celui de la commune de Mortain est de 15,84. Les deux cumulés, ça fait bien 20,52. Et la proposition qui est faite, il faudrait que le 1er janvier 2017, on ait toujours 20,52 de taux cumulé pour le contribuable. Compte tenu du fait que la taxe d'habitation devrait passer à 12,20 pour la commune, il faudrait que la commune adapte son taux de taxe d'habitation. On passerait ainsi de 4,68 à 8,32. Il double son taux. Et quand j'ai fait la simulation, donc j'ai repris le tableau qui avait été présenté par Nicolas, taxe d'habitation, taxe foncière sur le bâti et sur le non bâti, l'ensemble cumulé, la commune en question aurait une recette complémentaire de plus de 170 000 euros. Donc dans ce cas-là, la commune doit reverser à la grande communauté de communes, cette somme-là. Donc pour la commune, elle aura une sur-recette fiscale qu'elle reverserait, pour elle, ce serait un résultat nul. Et pour la communauté qui a vu son taux baisser, elle récupère 770 000, donc pour elle aussi, c'est une neutralité. Il y a une petite différence quand même, c'est que dans l'évolution de la commune, quand les bases évoluent, et là j'ai pris un cas d'une augmentation de 10%, ça peut être sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave, la commune appliquera sur cette évolution des bases un taux de 8,32 et plus de 4,68. Et là, elle réserve, elle se garde totalement cette recette complémentaire. Et si elle avait appliqué le taux qu'elle applique aujourd'hui de 4,68, elle aurait eu sur cette augmentation des bases de 10% une recette complémentaire de 3 800 euros. Et avec le taux qu'elle devrait appliquer, sa recette serait de 6 800 euros. Vous savez qu'en fait, par ce jeu d'évolution des taux, avec une neutralité fiscale pour le contribuable, elle bénéficie en réalité d'un boni de 3 000 euros sur taxe d'habitation. Sur le foncier bâti, elle récupère plus de 12 000 euros. Donc ce n'est pas sans incidence pour les communes. Il y a des communes qui vont y gagner, à l'inverse, il y en a d'autres qui vont y perdre. Et je me suis posé aussi la question suivante. On ne peut pas obliger une commune à faire évoluer les taux. Aujourd'hui, dans le calcul, la simulation, il faudrait qu'elle passe à 8,32. Mais si la commune décide, parce que là, elle a des recettes fiscales suffisantes, de ne pas bouger son taux. J'ai pris le cas maximum. Ça veut dire simplement qu'au 1er janvier 2017, cette commune reste avec ses taux actuels, avec ses bases actuelles, elle a des recettes fiscales identiques en 2017 qu'en 2016. Pas de recettes complémentaires. Donc elle ne reverse rien à la nouvelle communauté de communes. Pour la commune, ça ne change rien, mais pour la communauté de communes, c'est une perte de 170 000 euros. Pour le contribuable, c'est intéressant, le taux de la commune ne bouge pas, celui de la communauté baisse. Ce qui veut dire que pour cette commune-là, l'impôt communal, taxe d'habitation baisse de près de 18%. Il en est de même pour le foncier bâti, et pour le non bâti, on baisse de 23%. Donc la proposition qui nous est faite aujourd'hui n'est pas sans incidence sur les collectivités. Et cette commune-là, si elle maintient son taux actuel, elle ne perd rien par rapport à aujourd'hui, parce que s'il avait augmenté son taux, parce qu'elle aurait eu en plus en recette, elle aurait reversé. Donc elle peut dire, moi, je ne touche pas mon taux, on ne peut pas l'obliger à le faire, et ce qui arrive, c'est que la communauté, elle, perd cette somme-là de 170 000 euros. Et ça, c'est pour une seule commune. Supposez un instant que plusieurs communes fassent de même,
il y a une perte fiscale pour la communauté énorme. Et j'ai pensé, après avoir fait cette estimation, si cette commune, en 2018-2019, décide de faire remonter ses taux qu'on lui aurait demandé le 1er janvier 2017, tous les biens complémentaires qu'elle aura, elle va les garder pour elle. Et la communauté n'aura rien. Donc je considère que s'il y a bien neutralité fiscale pour le contribuable dans la proposition qui est faite, pour les communes et pour la commune de communes, il en est tout autrement. Et c'est pour cette raison-là que je vois très bien cette proposition. Mais la parole à d'autres collègues. Moi, monsieur. Oui. Juste 30 secondes, monsieur. Je dis simplement, autant la première partie de votre raisonnement me semblait tout à fait indiscutable, autant les conclusions que vous en tirez, je ne les partage pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y aura à chaque fois des compensations qui seront faites, soit au profit de la communauté de communes, les communes verseront à la communauté, soit au profit des communes, la communauté de communes versera aux communes. Là, si vous avez bien écouté l'explication qui avait été donnée le 23 juin dernier à Saint-Jean, le système fonctionne vraiment comme ça. Donc, ça peut paraître un peu compliqué, un peu abstrait, mais avec les taux consolidés, on arrive au final à une compensation et donc à une neutralité fiscale pour les contribuables, ce que vous avez dit, et puis à une neutralité financière pour l'ensemble des collectivités. Monsieur Bachelier. Simplement, je ne disais pas à cette réunion de Saint-Jean 2023, et je regarde un petit peu la présentation qui est faite, dans cette analyse de cette présentation-là, on donne une image effectivement peut-être un peu vertueuse sur la commune, mais les taux communaux augmentent. On était à 6,47 sur la taxe d'habitation, on passe à 7,29. On était à 0,7 sur le foncier bâti, on passe à 13,3. Et sur la taxe de fonctionnement bâti, c'est pareil. Donc effectivement, la part communautaire baisse, mais quand le contribuable va regarder sa feuille d'impôt, et si initialement on a des travaux qui sont faits au niveau communal, on aura le reproche en disant que ça, vous avez augmenté vos impôts communaux parce que vous faites tels travaux. Je trouve que dans l'image, si vous voulez, au niveau du citoyen, il y a quelque chose qui peut apparaître quand même désagréable. Vous avez raison, monsieur Bachelier, mais il y a quand même des choses qui peuvent être expliquées. Et on dit toujours de façon un peu rapide, mais c'est quand même juste. Le contribuable, il regarde la somme qui est en bas de la feuille. L'objectif, c'est qu'il y ait une neutralité fiscale pour le contribuable. Celui qui payait 500 doit payer 500. 501 ou 502, disons 500. Après, celui qui va regarder de façon précise, il va voir que le taux de la commune a augmenté. Il viendra peut-être vous voir pour vous en parler. Il suffira de lui dire, je pense qu'il comprendra dans la grosse majorité des cas, que certes le taux de la commune a augmenté, mais le taux de la communauté de communes a diminué. Au final, ça revient au même, et que l'impôt payé est équivalent à celui de l'année précédente. Voilà. Alors, il y aura évidemment des gens qui diront oui, mais quand même le taux augmente. Chacun sait que ce qui compte, c'est la somme payée par le contribuable. Oui, on peut quand même expliquer ces choses-là. On peut faire un peu d'appel ici, mais on est aussi soumis au conseil municipal. Oui. Et si le conseil municipal ne veut pas voter la hausse des contributions, Ah, c'est ce qu'a dit monsieur Gérard, et là je suis en parfait accord avec lui. Les conseils municipaux sont libres. Si un conseil municipal ne veut pas baisser son taux ni augmenter son taux, il est libre. La communauté de communes ou la communauté d'agglomération ne peut pas l'y contraindre. Après, chacun prend ses responsabilités. Oui, mais après, si le conseil municipal ne veut pas l'augmentation des taux sur la partie là, comment ça se passe? Voilà. Vous perdez une recette, tout simplement. Vous perdez une recette. Monsieur Gagné. Oui, alors, monsieur Bichon. Si le Conseil ne vote pas, déjà il ne récupère pas l'attribution de compensation qui compensait cette. Voilà. Donc, il est là-dessus. Alors, moi c'est pas tant sur le système. Moi, j'y suis favorable à ce système parce que je pense qu'il apporte vraiment la neutralité fiscale. Le souci pour moi se pose sur le fait qu'on soit déjà en cours de lissage de précédente fusion de 2014. On a fait des communes nouvelles et on a organisé un lissage sur 12 ans. Et que là,
on repart sur un sursystème encore, donc on va avoir beaucoup de mal à vérifier que tout se passe correctement. C'est plutôt ça, moi, par rapport à... Et sur le système de neutralité fiscale comme il est là, bon, voilà, moi je suis plutôt favorable. Oui, ça c'est juste aussi. Hein. On avait voté un lissage en 2014. Ce lissage est en cours, il va s'arrêter. Alors c'est vrai que c'est un peu surabondant tout ça. Et ça, c'est le fait que, à peine la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel et d'autres d'ailleurs installées, qu'on est obligé de recommencer l'ensemble du système. Ça, on est bien d'accord que les choses vont sans doute trop vite. Est-ce que vous pouvez préciser où est-ce qu'il s'arrête ce lissage? Il s'arrête à la situation finale ou à la situation de Il va s'arrêter au 31 décembre 2016 avec le taux appliqué en 2016. Donc on ne s'occupera plus de ce qui était programmé pour l'instant. Non, il n'y aura plus de lissage du tout. C'est-à-dire qu'on aura un taux moyen pondéré dès la première année. Et ce taux moyen pondéré entraînera les conséquences qui ont été présentées par M. Andreau tout à l'heure sur les taux de la commune d'agglomération et les taux des communes. Chacun reste en libre de fixer ses taux, on est parfaitement d'accord. Mais l'objectif doit être une neutralité fiscale pour le contribuable, c'est-à-dire qu'il ne paye pas plus, et une neutralité financière pour les collectivités qui doivent être assurées du même niveau de recette fiscale. Est-ce qu'il y a d'autres... Le reversement de la compensation, il sera mensuel, il sera comment reversé aux communes. Parce que là, oui, pour l'instant, c'est mensuel. Vous, quand faire des équilibres au niveau des communes, moi, je propose que ce soit mensuel. Actuellement, c'est par 12e. Par la trésorerie, donc il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, j'indique aussi hein, que ça c'est la première méthode qui doit, encore une fois, nous conduire à une neutralité fiscale et à une neutralité financière. Neutralité fiscale pour le contribuable, neutralité financière pour les collectivités. La première solution serait très défavorable, alors, systématiquement, automatiquement, à toutes les communes de la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel, puisque je le dis, les 5 EPCI qui vont se regrouper au 1er janvier 2017, c'est la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel qui a les taux de fiscalité les plus faibles. Donc si on faisait un lissage, là on aurait immédiatement la réaction du contribuable qui nous dirait mes taux augmentent. Voilà. Donc c'est l'intérêt des communes, de la communauté de communes actuelle, que de ne pas faire ce lissage, parce que là, on n'aurait plus de neutralité fiscale pour le contribuable. Voilà, je rappelle hein, que c'est la réalité des choses. La communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel a les taux les plus faibles, a les résultats financiers les plus importants et le taux d'endettement le plus faible. Je rappelle simplement ces réalités-là qui sont vérifiables par tout le monde dans les comptes administratifs. Bien, plus de l'intervention, je mets aux voix donc sur la seconde proposition, c'est-à-dire celle qui a été présentée par M. Andreau, avec donc l'arrêt du lissage, un taux consolidé. Ah, il y a une question? Oui, la délibération du Conseil pour les taux, il faut qu'elle soit prise quand? Non, il n'y a pas de date. On n'a pas de date impérative aujourd'hui. Non, d'accord, il n'y a pas de date à respecter pour... Mais il me semblait important que vous ayez cette information-là et qu'il y ait une délibération de notre communauté de communes. Mais on n'a pas de date limite. Je pense comprendre la question. Pour nous, pour la commune. Ah non, on n'a pas de délibération en si. Non, ce sont les dates normales, fin mars. Vous avez, les communes ont jusqu'au 1er avril, quelquefois 15 avril pour voter le budget, donc les dates restent les mêmes. Donc je mets au voie la proposition présentée par M. Andreau qui est pour, qui est contre, ce qui voudrait dire que c'est plutôt la seconde solution. 1, 2, j'en vois 2 moi. Ah oui, 1, 2, ah pardon, 3. Qui ça? Oui.
On a compté 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention. Question numéro 2, fusion des communautés de communes, modification des compétences, monsieur Decoux. Merci Monsieur le Président. Donc, il s'agit de la révision des compétences de la communauté de communes à Branchemont-Saint-Michel. L'article L 52-11-41 du Code général des collectivités territoriales prévoit en cas de fusion un mécanisme d'harmonisation progressive des compétences des EPCI fusionnés. Pour les compétences obligatoires, l'exercice de la compétence est immédiat. Pour les compétences optionnelles, un délai de 3 mois est donné pour décider d'une éventuelle restitution aux communes, et pour les compétences facultatives, ce délai de restitution est porté à 2 ans. L'article 35.3 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit par dérogation de l'article du Code général des collectivités territoriales que pour les compétences optionnelles, le délai de 3 mois est porté à 1 an. Compte tenu des difficultés techniques engendrées, il paraît souhaitable d'harmoniser certaines compétences dès le 1er janvier 2017 en révisant dès à présent les statuts des communautés de communes amenées à fusionner avec effet au 31 décembre 2016. D'autre part, la loi NOTRe exprime clairement son ambition de renforcer la responsabilité des communautés de communes dans le domaine du développement économique en supprimant la possibilité de conserver la définition de l'intérêt communautaire en matière de zone d'activité économique, ceci dès le 1er janvier 2017. Une telle révision a pour objet d'actualiser et de faire converger les statuts des communautés fusionnant afin de faciliter l'harmonisation des compétences et notamment de permettre une entrée en vigueur de certaines compétences dès le 1er janvier 2017. De plus, le nouvel EPCI, ayant une population supérieure à 50 000 habitants et une unité urbaine d'Avranches présentant une population supérieure à 15 000 habitants, permet au nouvel EPCI d'être une communauté d'agglomération, ce qui nécessiterait d'ajouter les compétences mobilité et politique de la ville au statut de la communauté de communes. À noter que l'étude financière réalisée par le cabinet Ressources Consultants Finance a démontré que l'incidence sur la dotation globale de fonctionnement serait de plus 278 399 € en 2017 et 1 8 205 € en 2019. Donc, vous proposez de modifier les statuts. Alors, vous avez tout ça en annexe. Je pense que je fais la grâce que vous avez tous reçu ça. Les ajouts, etc. Donc, on va passer. Je vous ai proposé d'accepter cette modification de compétences de la communauté de communes à Branchemont-Saint-Michel qui vous a été présentée le 31 décembre 2016. Qui vous a été présentée pour le 31 décembre 2016. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'aimerais comprendre pourquoi c'est la communauté de communes de la Branchemont-Saint-Michel qui vote la modification des compétences et pas toutes les communautés de communes. Si les autres le font aussi, d'ailleurs je crois qu'elles l'ont presque toutes faites déjà. On n'a pas prévu ça. Si, c'est approuvé. Je crois que les 4 autres, au moins 3 d'entre elles ont délibéré et c'est délibéré favorablement, mais il n'y a pas de difficulté là-dessus. Tout le monde est d'accord. Et il suffisait d'ailleurs qu'une seule communauté, je crois, le fasse. Mais bon, c'est mieux que toutes le fassent. Ça montre l'unité de vue. D'autres questions? Qui est pour? Contre? Aucun? Abstention? Une. Merci. Question numéro 3. Société de l'économie mixte innovante, modification du capital, monsieur. Merci.